Bonjour à tous, Odélia Torgman, je suis technicienne hygiène sécurité pour le service de santé AST 74 et moi je vais vous parler aujourd'hui de la partie sommeil. Bonjour, Julien Barbera, ergonome au sein du service Presta 1 et Beaujolais. Bonjour, Coralie Solier, diététicienne et conseillère en prévention au sein de Presta 1 Beaujolais et je vous présenterai la partie alimentation. On peut démarrer, Damien, ou c'est bon? Bien sûr, oui, vous pouvez démarrer. Ok, merci à tous d'être venus, bienvenue donc pour ce sujet sommeil, alimentation et horaires atypiques, impact sur la santé et recommandations. Alors tout de suite, donc moi je vais vous définir ce que sont les horaires atypiques et quelles sont les conséquences sur la santé. Coralie donc vous présentera la partie sur l'alimentation. Elle vous fera une rapide présentation sur les bases de l'alimentation, les règles générales et des exemples de répartition de repas que vous pouvez avoir dans la journée. Odélia s'occupera de la partie concernant le sommeil, et pareil avec un rappel des bases et un lien avec le travail de nuit et le travail posté. Et enfin, je m'occuperai de la conclusion. Alors, partie horaire atypique, définition. Qu'est-ce qu'un horaire atypique? Alors, on qualifie d'horaire atypique tous les aménagements du temps de travail qui ne sont pas standards. Le travail standard correspondant aux configurations suivantes: 5 jours réguliers par semaine, du lundi au vendredi, avec des horaires compris entre 5 heures et 23 heures, et en général 2 jours de repos hebdomadaires. Donc, si vous êtes en dehors de ce travail standard, vous faites des horaires atypiques. Il faut savoir qu'on distingue deux types d'horaires atypiques. D'un côté, des horaires atypiques avec travail de nuit, et de l'autre, des horaires atypiques sans travail de nuit. Alors, dans les horaires atypiques avec travail de nuit, on retrouve le travail de nuit et le travail posté. Et dans les horaires atypiques sans travail de nuit, on retrouve les astreintes qui correspondent à la mise à disposition du salarié depuis son domicile, donc avec une réponse au téléphone ou même des déplacements si nécessaire. On retrouve également le travail du dimanche, le travail en horaire flexible, variable ou imprévisible, le travail en horaire coupé, donc ce qui correspond au temps de travail fragmenté par des coupures entre deux périodes de travail, le travail du soir, la pluriactivité et les horaires longs. Les horaires longs, ça correspond à une durée hebdomadaire de 40 heures ou plus. Alors, un petit focus sur donc les horaires atypiques avec des nuits. La première partie donc on a vu, il y avait qui était inclus, c'était le travail de nuit. Donc, qu'est-ce que le travail de nuit? Le travail de nuit, en fait, c'est tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin. Alors, la définition, ça c'est une définition du code du travail, mais elle peut varier en fonction des conventions collectives. Voilà. Donc, quand est-ce que je suis considéré comme travailleur de nuit? Je suis considéré comme travailleur de nuit si j'effectue au moins 3 heures de nuit quotidienne ou 270 heures sur 12 mois consécutifs. Donc, par exemple, simplement le simple fait de travailler de 21 heures à minuit quotidiennement, je suis un travailleur de nuit. Voilà. Concernant le travail posté, donc toujours dans les horaires atypiques avec des nuits, le travail posté, ça correspond à tout mode d'organisation du travail en équipe, selon lesquels les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, et ce qui entraîne pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Donc, quelles sont les conséquences du travail de nuit, du travail posté, donc dans la famille des horaires atypiques avec travail de nuit? La première conséquence, c'est la désynchronisation des horloges biologiques. Donc, ce qui va se passer, c'est que les rythmes biologiques ne sont plus exprimés au bon moment. Donc, j'ai pris l'exemple de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Elle va être dissociée de la période du sommeil, ce qui va entraîner des troubles du sommeil. Mais on aurait pu parler de la température corporelle notamment, ou alors la sécrétion d'insuline, qui vont être exprimées au mauvais moment. Voilà. Deuxième conséquence des horaires atypiques avec des nuits, c'est la dette de sommeil. Donc en journée, quand on va dormir en journée, le sommeil sera de moins bonne qualité
il sera en quantité réduite, morcelé et perturbé par les bruits environnants, et donc il sera moins réparateur. Donc le fait de perdre 1 à 2 heures de sommeil par nuit, ça équivaut à perdre une nuit de moins par semaine. Donc quel est l'impact de la dette de sommeil et de la désynchronisation des horloges biologiques? Et ben déjà, le premier impact, c'est la fatigue, la somnolence et aussi des troubles de la vigilance. Et ceci a pour conséquence d'augmenter le risque d'erreur au travail, de baisser la performance au travail et d'augmenter le risque d'accident de travail et d'accident de trajet. À long terme, effectuer des horaires atypiques avec travail de nuit, ça augmente le risque d'apparition d'obésité, ça augmente le risque de dépression, de pathologies cardiovasculaires et également de certains cancers. Les horaires atypiques de nuit, on retrouve d'autres conséquences, notamment des conséquences sur la vie sociale et familiale. On va avoir plus de mal à organiser des activités avec sa famille, avec ses amis. On a aussi des risques au cours de la grossesse. Le travail posté au travail de nuit augmenterait le risque d'avortement spontané, d'accouchement prématuré. Et enfin, on a d'autres conséquences. On peut avoir des troubles digestifs, donc notamment des difficultés de digestion avec des douleurs d'estomac ou des ballonnements. Voilà. Donc là, l'autre partie, donc on a vu, c'était les autres horaires atypiques, les horaires atypiques sans travail de nuit. Quelles sont les conséquences donc des astreintes, travail du dimanche, etc. On va retrouver l'impact sur la vie familiale, notamment ce qui va concerner les astreintes, le fait de se rendre disponible en soirée ou la nuit, ça peut avoir un impact. Le fait aussi de faire le travail du dimanche. Souvent, on voit notre famille ou nos amis le dimanche. On va avoir une augmentation du stress, donc pour les astreintes notamment, devoir être présent et potentiellement être mobilisé, ça peut stresser. Les horaires aussi également, le travail en horaire flexible peut engendrer du stress. On va avoir une dette de sommeil, on va retrouver aussi la dette de sommeil pour les astreintes, le fait d'être stressé et d'attendre un appel par exemple, on va moins bien dormir, on va avoir des troubles du sommeil. On peut retrouver la dette de sommeil également pour la pluriactivité ou pour les horaires longs, puisqu'on va faire plus d'heures. On a une augmentation du risque d'accident du travail. Alors ça, on le retrouve beaucoup pour le travail du dimanche, puisque le travail du dimanche, on va avoir plutôt des jeunes travailleurs qui vont travailler le dimanche, et on va avoir l'équipe managériale, les titulaires qui vont peut-être ne pas être présents ces jours-là. Donc on observe une augmentation des accidents du travail le dimanche. Et enfin, dans les conséquences, on va retrouver aussi tout ce qui concerne la somnolence, la fatigue générale, la perte de vigilance. Voilà. Donc, je laisse Coralie vous parler de sa partie, l'alimentation. Donc, on va voir la partie alimentation avec tout d'abord un rappel sur l'équilibre général. Donc, l'alimentation, c'est un déterminant majeur de la santé puisque ça nous permet l'apport d'énergie nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. L'équilibre alimentaire, c'est quoi? C'est vraiment un apport d'énergie qui est en quantité suffisante, ni pas assez, ni trop, pour rester en bonne santé et éviter l'apparition de maladies métaboliques telles que le diabète, l'obésité, les pathologies cardiovasculaires, etc. Et tout ça tout en prenant plaisir à partager des repas en famille, entre amis. Ça doit rester un temps de convivialité, un temps d'échange. Et conserver aussi un lien social, que ce soit en famille ou sur le lieu de travail. Donc, pour arriver à atteindre cet équilibre, c'est important de varier et équilibrer ses repas. Donc, une alimentation variée et équilibrée, ça correspond à manger un petit peu de tout, mais en quantité variable. Donc, à savoir qu'aucun aliment n'est interdit. Par contre, c'est vraiment la quantité qui sera adaptée en fonction des apports des aliments. Donc, les aliments sont classés en 7 groupes d'aliments en fonction de leur composition et de leur apport en nutriments.
Donc, on va retrouver tout ce qui est les fruits et les légumes qui vont apporter principalement des vitamines, des minéraux et des fibres, donc essentiel au fonctionnement du transit. Les féculents, donc c'est les fameux sucres lents qui vont libérer une énergie progressive tout au long de la journée. Les produits laitiers qu'on va retrouver, dans lesquels on va retrouver donc un apport non négligeable en calcium et en certaines vitamines du groupe B. Le groupe des viandes, poissons, œufs, donc eux vont apporter des protéines. Tout ce qui est matière grasse, donc les matières grasses, on ne les supprime pas de l'alimentation, hein. C'est important de retrouver une portion de matière grasse dans chacun de nos repas, puisque c'est la principale source d'acides gras essentiels, tels que les oméga 3 et les oméga 6, qui ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme, donc ils sont forcément apportés par l'alimentation. Mais c'est aussi un apport en vitamines qu'on dit liposolubles, donc on va retrouver uniquement dans les matières grasses, telles que les vitamines A, D, E, K. Donc je ne supprime pas mon apport en matières grasses, par contre ce sera vraiment en quantité, je vais faire attention en quantité. Et les produits sucrés, donc pareil, que je ne supprime pas. Nutritionnellement parlant, ils n'ont pas vraiment d'intérêt. En revanche, ça reste des aliments plaisir. Donc là encore, je les conserve de façon, en quantité adaptée. Donc dans l'équilibre alimentaire, on a aussi le temps de repas qui a son importance, puisqu'un repas, ça doit durer en moyenne au minimum 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Puisque c'est le temps nécessaire pour pouvoir ressentir l'effet de satiété. Donc l'effet de satiété, c'est quand le cerveau reçoit l'information qu'on a assez mangé, que la quantité d'aliments qui a été ingérée est suffisante, qu'on est rassasié. Si on mange trop rapidement, les conséquences vont être on va avoir des crampes, on peut avoir des ballonnements, on peut avoir des troubles digestifs. Donc pour limiter ça, c'est vraiment prendre le temps de manger. Pour vous aider à manger plus lentement, prenez le temps déjà de bien mastiquer. C'est important puisque la mastication, c'est vraiment le début de la digestion. C'est la première phase de la digestion des aliments. Un aliment solide, en moyenne, il doit être mastiqué 20 fois avant d'être avalé. Donc prendre le temps. Pour prendre le temps, il y a une petite astuce assez facile, c'est après chaque bouchée, je pose ma fourchette. Je la garde pas dans la main parce que sinon j'aurais systématiquement le réflexe d'aller piquer et d'enfourner une deuxième bouchée. Donc idéalement, c'est une fois que j'ai ma bouchée, je pose mes couverts, comme ça on prendra plus le temps. Et dernière chose pour augmenter un petit peu le temps de repas, c'est de rester concentré sur votre repas et d'éviter tout ce qui va être écran. Que ce soit la télévision, que ce soit les téléphones portables, de vraiment garder ce temps-là en temps convivial, que ce soit sur le lieu de travail ou en famille. Ça doit rester un temps d'échange, un temps vraiment où on a du lien social, où on échange. Voilà. Et enfin, l'apport journalier, idéalement, il doit être réparti en 3 repas, plus une collation si besoin, en fonction de la faim. Donc là, c'est comment composer un repas. Donc c'est un exemple, une assiette équilibrée où on va retrouver, donc si on découpe l'assiette, on a la moitié de l'assiette qui est remplie avec des légumes. On va faire attention bien sûr au mode de cuisson des légumes. Donc ça peut être des légumes crus ou cuits. Par contre, bien sûr, on va limiter tout ce qui est légumes frits, tout ce qui est vraiment cuit dans une quantité importante de matière grasse. Ensuite, on aura un quart de l'assiette qui sera rempli par les féculents. Donc ça peut être des pommes de terre, du riz, des pâtes, du pain. Et un quart de l'assiette par des protéines animales ou végétales. Végétales, on va retrouver tout ce qui est du tofu, des légumes secs qui sont une très bonne source de protéines végétales. On n'oublie pas la matière grasse. Donc la matière grasse, pour information, une portion de matière grasse, ça correspond à une cuillère à soupe d'huile, donc pour tout ce qui va être matière grasse végétale. Et pour les matières grasses animales, donc le beurre, ça va correspondre aux petites plaquettes qu'on trouve dans les hôtels ou en restauration, les petites plaquettes individuelles. Donc ça correspond à la quantité de matière grasse qu'on doit retrouver sur un repas. Donc pour la totalité du repas par personne, et l'important va être de varier les sources et de privilégier les matières grasses d'origine végétale qui sont moins riches en acides gras saturés. Et pour tout ce qui est produits sucrés, donc là encore, attention, je ne dois pas les retrouver de façon régulière. Les fruits apportent déjà du sucre simple naturellement présent, puisqu'on retrouve du fructose dans un fruit.
Donc, sur une journée, on peut retrouver 2 portions de fruits, sachant qu'en moyenne, donc un fruit, ça va être une pomme, une poire, 2 à 3 abricots en fonction de la grosseur. Mais je vais pas au-delà, je mange pas 3 fruits sur un même repas, puisque dans un fruit, on a en moyenne l'équivalent de 3 morceaux de sucre. On retrouve en moyenne 15 grammes de sucre par fruit. C'est du sucre simple, donc incorporé dans le repas, on est très bien dans l'équilibre. Par contre, c'est vrai que s'il y a une consommation de 2-3 fruits, attention, ça peut vite faire monter le taux de sucre. Attention aussi à tout ce qui va être yaourt aromatisé, les crèmes dessert qui apportent une source de sucre importante, sucre simple et de matière grasse, parce que souvent il y a de la crème de rajouter. Donc c'est vraiment à utiliser en équivalence. Je les retrouve pas de façon journalière, ça reste des aliments plaisir. On arrive sur la période estivale, il fait beau, une glace, c'est pas interdit. Par contre, je vais l'utiliser en équivalence avec mon fruit et ce sera pas de façon quotidienne. Ce sera, voilà, ce sera mon dessert une fois de temps en temps, 1 à 2 fois dans la semaine. Je me fais plaisir et je prends un repas. Je vais privilégier également les fruits et légumes de saison pour 2 raisons, à la fois gustativement parlant et nutritionnellement aussi, puisqu'on sera sur un apport optimal en termes de vitamines et minéraux quand c'est des fruits et légumes de saison. Et puis pour le côté environnemental également. Donc, comment adapter ces règles générales de l'alimentation quand on travaille de nuit ou en horaire atypique? Donc, comme Julien nous l'a expliqué, le travail de nuit, ça va changer le rythme biologique. Ça va perturber le rythme biologique du corps, puisqu'on a un dérèglement physiologique avec une perturbation du cycle hormonal la nuit et le système digestif qui fonctionne au ralenti la nuit, puisqu'habituellement, on n'est pas programmé pour vivre la nuit. Donc, il y a quelques recommandations à respecter pour éviter justement le développement de diverses pathologies telles que je vais respecter mes 3 repas par jour, 3 repas plus une collation. Même en travail de nuit, on verra après comment les répartir. Mais l'idée, c'est vraiment de les respecter pour pas tomber dans du grignotage. Si je respecte pas mes repas, j'ai pas un apport d'énergie qui se fait de façon régulière et programmée. Et du coup, j'aurais plus facilement tendance à tomber dans du grignotage. On sait un peu tous que quand on grignote quelque chose, on va pas forcément aller sur une carotte ou une pomme, mais plutôt sur des choses assez grasses et assez sucrées, faciles à manger devant le poste de travail. Donc tout ça en cumulé, ça va nous augmenter l'apport énergétique et c'est là où on aura des prises de poids. On va essayer de respecter aussi une organisation au niveau des repas, d'anticiper. En fait, quand vous êtes de nuit ou en horaire en coupé, d'essayer d'anticiper les repas, de les préparer en amont pour que vous ayez juste à faire réchauffer et puis vous enlevez une charge mentale liée à ça, de dire je rentre, il faut encore que je prépare le repas, il n'y a rien de prêt. Éviter de tomber sur la consommation du coup de plats gras et sucrés tels que les fast-foods, une pizza, enfin des choses toutes simples. Si c'est anticipé, si c'est préparé la veille, vous savez que vous avez juste à rentrer et à faire réchauffer le plat. Avant une prise de poste, on va éviter aussi les repas trop copieux. Avant une prise de poste et avant un endormissement. Pourquoi? Parce que plus on va consommer des aliments riches en matières grasses, plus le temps de digestion sera allongé. Donc, on va rester sur des repas légers, d'où le fait de s'organiser, de les préparer un petit peu la veille. On s'hydrate bien tout au long de la journée et tout au long de la nuit. La seule boisson indispensable à l'organisme, ça reste l'eau. Donc je m'hydrate toute la journée. Je vais éviter tout ce qui va être les boissons type café, thé, qui vont être excitantes, qui vont apporter donc, de la théine ou de la caféine. Je vais les éviter surtout après 1h du matin en travail de nuit et travail en horaire coupé. Je les évite 4 à 5 heures avant l'endormissement pour éviter l'effet justement de l'excitant. La nuit, la température corporelle physiologiquement s'abaisse. Donc, si vous souhaitez des boissons chaudes, privilégiez café décaféiné ou des infusions ou des rooibos qui sont des thés sans théine. Pareil, pour tout ce qui est boissons chaudes, je vais éviter de sucrer mes boissons. Pourquoi? Parce que si je bois 4-5 cafés dans la journée et que systématiquement je mets 1 à 2 morceaux de sucre, tout ça, ça va être un apport de sucre simple qui va faire augmenter mon apport calorique journalier et qui, à la fin, sera générateur
de prise de poids. Donc j'évite de sucrer. Si j'ai besoin de sucrer, je vais passer sur des infusions aux fruits, par exemple, sans pour autant rajouter de sucre. Et enfin, bien respecter un rythme de sommeil de 6 heures d'affilée, quel que soit votre rythme de travail. Donc là, on va voir un petit peu comment répartir sur un travail de nuit, comment répartir donc mes 3 prises alimentaires plus ma collation. Donc on restera bien sur un repas complet le soir avant la prise de poste, donc autour de 19 heures, un repas en famille idéalement, un repas complet léger. Ensuite, on se prévoit une collation, donc une petite collation qu'on prendra idéalement avant 1 heure du matin sur le lieu de travail, en fonction de la faim. En fin de poste, au retour chez soi, pareil, un petit déjeuner léger. Pourquoi? Ça va être dans le but d'éviter un réveil trop matinal, enfin trop tôt dans la matinée à cause de la faim. Et au réveil, à 11h, midi, idéalement un repas complet. Donc ça, c'est en fonction de chacun. Soit ça vous dérange pas de manger salé et de partager un repas au lever, soit au réveil, je prends une petite collation, ça peut être un yaourt avec un fruit par exemple, et puis 1 heure après, je prends mon plat principal au repas. Mais l'idée, c'est de conserver au maximum, en tout cas, un rythme biologique pour pas trop perturber l'organisme. Donc ça, c'est une répartition, un exemple de répartition pour un travail de nuit. Et là, on va retrouver un exemple de répartition donc pour des postes de matin ou des personnes, des boulangers qui vont se lever tôt. On aura donc une prise de petit déjeuner au réveil à 4 ou 5 heures en fonction de l'heure de prise de poste. Donc ça peut être un petit déjeuner pris à la maison avant le départ ou alors se préparer et j'emporte mon petit déjeuner que je prends avant ma prise de poste sur mon lieu de travail. Ça peut laisser un petit temps de réveil qui est nécessaire pour certaines personnes. Je me prévois une petite collation qui sera prise à la pause vers 8-9 heures. L'idée, c'est de tenir de pas avoir de perte d'attention et de pouvoir tenir jusqu'au repas du midi et ma fin de poste. Donc, fin de poste vers 12-13 heures. Là, j'ai un repas complet, retour à domicile. Et le soir, je partage un repas également complet en famille à 19 heures. Donc là, c'est quelques exemples de composition donc pour les petits déjeuners. Donc, comment je compose un petit déjeuner? Donc là, c'est là encore en fonction des appétences de chacun, salé ou sucré. En salé, je peux tout à fait retrouver du fromage ou alors du jambon ou des œufs, du blanc d'Inde, peu importe en fonction des goûts, avec 2 tranches de pain. En moyenne, sur le petit déjeuner, je vais retrouver soit 2 à 3 tranches de pain type complet, pain en céréales, les pains un peu spéciaux, et un quart de baguette, pour vous donner une ordre d'idée des proportions, avec une boisson chaude et en fonction de la faim, plus ou moins un fruit. Donc ça peut être un jus de fruits, un fruit frais, un fruit cuit. Peu importe, le tout, c'est je retrouve vraiment qu'une portion de fruits. Et pour les personnes qui sont plus sucrées, donc on peut tout à fait rester sur des tartines très classiques, du pain avec un petit peu de beurre et un petit peu de confiture. Donc comme on l'a vu précédemment, le beurre, on sera sur une petite plaquette à étaler sur chaque tartine. C'est pas une plaquette par tartine. Et la quantité de confiture, par exemple, dessus, on restera sur une cuillère à café. Là encore, dans le but de ne pas surajouter de l'énergie sucre simple, un apport de sucre simple trop élevé. Ça peut aussi être des céréales, type des mueslis, du granola, mélangés avec des fruits frais, un fromage blanc. Voilà, des petits exemples de petits déjeuners. Pour les collations, on va rester sur des collations facilement transportables, parce que souvent vous êtes sur votre poste de travail. Donc ça peut être un yaourt avec un fruit ou une pomme pote, des choses qui se transportent facilement. Ça peut être des barres de céréales. On veillera à limiter tout ce qui est céréales ultra transformées. On privilégiera des barres de céréales à base de flocons d'avoine, de muesli, sans sucre ajouté. Ça peut être tout simplement du pain avec du chocolat. Le chocolat n'est pas interdit, hein, une barre de chocolat avec du pain ou un petit sandwich. Pareil, un quart à 6e de baguette avec une tranche de jambon, un morceau de fromage dedans. C'est très bien, ça se transporte facilement. Ça peut être une poignée de fruits secs, tout ce qui est noix, noisettes, qui sont des très bonnes sources de protéines, mélangées avec un fruit et un yaourt. Voilà, des idées de collation.
Et enfin, pour des repas complets et équilibrés, donc l'idée, ça va être de retrouver donc une composante de chaque groupe alimentaire en quantité variable dans le repas. Donc on a par exemple un plat qui reste équilibré, qui peut se préparer facilement à l'avance, des lasagnes. Dans les lasagnes, je retrouve bien mes pâtes qui vont faire mon féculent. J'ai ma viande hachée qui va faire ma portion de protéines et j'accompagne ça de légumes. La matière grasse sera automatiquement présente au niveau des lasagnes qui sera utilisée pour la cuisson de la viande et puis de la béchamel. Ça peut être une quiche. Des quiches, vous avez des déclinaisons multiples au niveau des quiches, à base de légumes, à base de viande. Là encore, ça vous fait un repas complet puisqu'on va retrouver dans l'appareil un quiche, on va retrouver des œufs, on va retrouver du lait, du fromage. On accompagne ça de légumes, ça vous fait un plat complet. Et sans viande, on va être sur par exemple, des légumes secs mélangés avec des légumes et une portion de féculents. Donc, ce qui nous fait pareil un plat complet. Et à ça viennent s'ajouter, donc en fonction de la faim et en fonction de la composition du repas, ça peut être une portion de fromage. Donc, on verra être en alternance, fromage affiné ou yaourt, fromage blanc. Plus ou moins du pain si on n'a pas eu de féculent dans le plat principal. Un fruit cru ou un fruit cuit. Et sans oublier de s'hydrater tout au long de la journée. Voilà, donc je passe la main au Delia. Merci. Du coup, parlons un peu de sommeil. Donc déjà, il faut savoir que le sommeil va occuper près d'un tiers de notre vie et va jouer un rôle vital et déterminant dans notre vie quotidienne. Dans un premier temps, pour reconstituer nos réserves énergétiques, maintenir la température de notre corps, synthétiser certaines hormones, réguler aussi les fonctions métaboliques. Ça va favoriser le mécanisme d'apprentissage et de mémorisation. Ça va nous permettre de maintenir notre vigilance et notre attention. On va aussi éliminer les toxines, réguler l'humeur, l'activité cérébrale et le stress. Le sommeil, chez l'humain, c'est un comportement spontané et réversible qui va être caractérisé par des périodes de récurrence. Notamment, on va avoir une diminution de l'activité motrice, une augmentation des seuils de réponse sensorielle, une facilitation de la mémorisation pendant le sommeil et une discontinuité de l'activité mentale. Au niveau du cerveau, pendant le sommeil lent, l'activité va se ralentir de plus en plus et au fur et à mesure que le sommeil va s'approfondir et que le dormeur va passer du sommeil léger au sommeil profond, on va avoir toute cette activité qui va se ralentir. Au niveau du corps, ça va être à peu près la même chose. On va avoir une diminution progressive des principales fonctions de base de l'organisme. Le pouls et la respiration vont se ralentir. La tension artérielle, le tonus musculaire et la température corporelle vont s'abaisser. Ici, vous avez donc un petit cycle de sommeil avec l'endormissement. Donc, on va commencer par s'endormir. On va rentrer dans un sommeil lent et léger qui va durer entre 10 à 15 minutes. On va passer dans le sommeil lent et profond qui va durer 1 heure. Durant toutes ces 2 étapes, on va avoir ce qui s'appelle la récupération physique. Après ça, on va passer dans le sommeil paradoxal qui va durer 10 à 15 minutes. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves et c'est là où on va avoir toute la récupération mentale. Ensuite, on va remonter dans une phase de latence qui va durer quelques minutes. On va avoir un micro-réveil et on va retomber dans un nouveau cycle. En une nuit, on va faire entre 4 à 6 cycles environ. 10 recommandations pour avoir un bon sommeil. Il faut dans un premier temps respecter notre rythme et nos besoins de sommeil. Maintenir des horaires de lever et de coucher réguliers. Aussi bien qu'en semaine qu'en week-end, on essaye de respecter nos horaires de sommeil. Essayer de s'exposer à la lumière du jour, notamment le matin. Ça va nous aider à régler notre horloge biologique. Modérer la consommation d'excitants, café, thé, boissons énergisantes et essayer de ne plus en prendre après 14 heures. Pratiquer une activité physique régulière, ce qui va nous permettre de garantir le bon fonctionnement de l'horloge biologique et augmenter la pression de sommeil. Le mieux, c'est d'arrêter 3 à 4 heures notre activité physique avant l'heure du coucher.
Le soir, pour éviter les fringales nocturnes, on va éviter de sauter un repas, mais on va essayer aussi de ne pas manger trop gras, d'avoir un repas plutôt léger avant de dormir. On va essayer de privilégier des activités plutôt calmes le soir, s'aménager un petit temps de transition entre les activités de la journée et celles du soir. Ça peut être de la méditation, de la lecture, une petite pratique de yoga environ une vingtaine de minutes avant l'endormissement. Aménager une chambre propice au sommeil, dans l'obscurité, dans le silence, avec une température convenable, entre 18 et 20 degrés. Les températures trop froides et trop chaudes vont favoriser les réveils plus importants entre chaque phase de sommeil. Se déconnecter une à 2 heures avant le coucher et de bien laisser les écrans éteints jusqu'au lendemain matin. Éviter de s'endormir avec la télé ou le téléphone portable, les réseaux sociaux, etc. Et surtout, il faut bien aller se coucher dès les premiers signaux de sommeil. Bâillements, paupières lourdes, mais attention, pas avant. L'objectif, c'est de garder cette association lit-sommeil et du coup de garder un temps limité au lit pour bien avoir cette association lit-sommeil. Les impacts que les horaires atypiques vont avoir sur le sommeil, eh bien, ça va obliger notre organisme à s'adapter constamment à la variabilité des signaux extérieurs qui synchronisent notre sommeil. Ça va être sans cesse en besoin de se réajuster. Il faut compter 1 jour d'adaptation par heure de décalage. Cette période de décalage, elle va favoriser une désynchronisation de nos rythmes biologiques et ça peut entraîner des troubles du sommeil. Le temps de sommeil des personnes qui travaillent en horaire décalé va diminuer. En moyenne, 1 heure de sommeil en moins par 24 heures, soit 1 nuit par semaine et près de 50 nuits par an qu'on va perdre à cause de ces horaires. Pour organiser donc au mieux son sommeil avec ses horaires de nuit ou ses horaires atypiques, on va essayer de dormir 7 heures par 24 heures en 1 ou 2 fois. Pour limiter la dette de sommeil, on va essayer de préserver des plages de sommeil assez longues, au moins 5 heures d'affilée, quel que soit le moment de la journée. Le temps de sommeil peut être rattrapé par une sieste d'1 heure et demie, c'est la durée idéale pour récupérer un maximum notre dette de sommeil. Pour mieux dormir après une nuit de travail, on va se mettre dans les meilleures conditions pour bénéficier du calme. On va essayer de maintenir une obscurité suffisante pour ne pas être réveillé par le soleil, la clarté extérieure. On va aérer sa chambre avant de dormir. On va garder le rituel du soir qui est instauré habituellement. Maintenir une régularité des rythmes de repos et de sommeil. Et essayer de dormir au moins 7 heures par 24 heures. Pour maintenir une bonne vigilance lors du travail de nuit posté ou horaire atypique, on va essayer de stimuler l'éveil en maintenant un niveau d'éclairement suffisant, donc éviter de travailler dans la pénombre, ce qui risquerait de favoriser l'endormissement, de bien ventiler les locaux en aérant l'atmosphère de travail dans laquelle vous êtes, éviter les atmosphères trop chaudes ou trop froides, éviter d'être isolé entre 2 heures et 4 heures du matin, c'est les heures où on a tendance à s'endormir plus facilement, prendre une collation avant 1 heure du matin et éviter les boissons excitantes, café, thé, boissons énergisantes, 4 à 6 heures avant d'aller dormir. Merci. En conclusion, on a vu grâce à Coralie et Odélia que le sommeil et l'alimentation jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé, surtout pour les travailleurs en horaire atypique. Donc un sommeil de qualité permettra de récupérer physiquement et mentalement, ce qui va réduire les risques de fatigue, de troubles d'humeur et d'accidents. Et une alimentation équilibrée en phase avec les besoins énergétiques du corps vous aidera à prévenir les troubles métaboliques et à maintenir un bon niveau de vigilance et de performance au travail. On vous a mis quelques liens qui peuvent être utiles, donc notamment l'Institut Sommeil Vigilance que Odélia m'a transmis, le site de l'INRS avec beaucoup de ressources et il y a un dossier sur les horaires atypiques.
Ce mois-ci, d'ailleurs, en juin 2024, il y a eu un dossier sur la revue travail et sécurité. Voilà, bonne dizaine de pages sur les horaires atypiques que vous pouvez retrouver sur travail et sécurité. Et Coralie m'a transmis le lien Manger et bouger, voilà, où vous pouvez retrouver aussi beaucoup de ressources. Merci de votre écoute. C'est la fin de ce webinaire. Place aux questions. On a juste une petite question, c'est marqué comment aider les gens qui mangent mal, leur dire que ça ne suffit pas de manger McDo et pizza tous les midis. Oui, alors de changer des habitudes, c'est pas facile. Après, ça reste par de l'information. Malheureusement, je ne sais pas si vous êtes employeur, je sais pas comment on voit. On n'a pas forcément d'infos. Ça reste, si vous êtes employeur, de faire de la communication, afficher, on est dans de la répétitivité. Maintenant, si la personne, elle reste maître d'elle-même et si elle n'a pas envie de changer, malheureusement, si elle n'a pas envie de se faire aider, si elle n'a pas envie de changer, derrière, c'est vraiment de lui expliquer, d'expliquer qu'il y a des conséquences. Malheureusement, l'alimentation, c'est un petit peu insidieux parce que les complications, elles n'arrivent pas tout de suite. On peut manger très mal pendant 10 ans et les complications vont arriver à la suite. Par contre, une fois qu'elles sont là, elles sont irréversibles, bien sûr. Voilà, donc ça reste sur de la communication, sur peut-être si vous êtes employeur, limiter dans tout ce qui est distributeur, choses comme ça en place, si vous en avez dans l'entreprise. On trouve de plus en plus des distributeurs avec des choses un petit peu plus saines, avec des fruits, des choses comme ça, pour limiter tout ce qui va être les barres chocolatées, typiquement, pour éviter de faire un surajout au niveau de l'énergie. Mais voilà, montrer des exemples, d'expliquer, donner des exemples et puis mener des actions peut-être aussi au sein de l'entreprise pour expliquer comment adapter. Cette personne, elle sait peut-être tout simplement pas comment adapter. Ça ne demande pas d'avoir un niveau de cuisine très élaboré, de manger équilibré. Vous pouvez faire des choses très simples qui restent équilibrées. Sur le site Manger Bouger, vous avez beaucoup d'informations sur l'équilibre des repas, des choses très simples. J'espère avoir répondu. Peu de salariés apportent une gamelle, malheureusement. Ouais, ça c'est. Il y a des petites choses qui peuvent être sympas à mettre en place en entreprise, si c'est possible et si vous avez la possibilité de faire la pause tous en même temps, ça peut être de proposer de temps à autre des repas partagés où chacun amène et ça peut être des petites choses à mettre en place, aussi bien pour la convivialité, pour l'échange, pour la cohésion, que du coup permettre d'équilibrer un peu mieux au niveau des repas. Pour la question, bonjour, merci pour cette présentation. Que conseillez-vous pour les salariés en horaire posté, débutant à 5 heures du matin, voire 4 heures du matin? Donc, idéalement, c'est un petit déjeuner avant la prise de poste, donc soit au départ du domicile, soit en arrivant sur site avant la prise de poste, et une collation vers 8 heures en fonction de l'heure de la pause. Collation qui va permettre d'éviter la baisse de vigilance de fin de matinée et de tenir jusqu'au repas du midi qui sera complet au retour à domicile en fin de poste. Bonjour à tous. Déjà, merci pour vos conseils qui nous sont précieux. En horaire de nuit, de 21h15 à 7h30, quelle serait l'heure du coucher préconisé si nous travaillons de nuit le soir ou non? Kevin. Eh ben, ça va être propre à chacun l'heure du coucher. Il faut vraiment attendre les signaux d'endormissement. Le principal l'objectif principal du sommeil, ça va être vraiment de respecter des temps de sommeil. Mais je vais pas pouvoir vous dire que vous finissez à 7h30, faut se dépêcher de rentrer pour qu'à 8h vous soyez couché. Ça va vraiment être en fonction de chacun. Il y en a qui, en rentrant, vont pas forcément avoir envie de se coucher tout de suite, vont avoir besoin d'un petit temps pour décompresser avant d'aller dormir. C'est vraiment propre à chacun. Que pensez-vous d'une micro-sieste pendant le poste de nuit et ou matin avec un début à 4-5 heures? Si c'est envisageable, ça peut être bénéfique. Si tout le monde n'a pas la possibilité de prendre du temps pour faire une petite sieste de 10 à 30 minutes, mais si c'est envisageable, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Notamment pour la vigilance.
on va réduire le risque d'erreur, améliorer la vigilance. Donc, c'est toujours bon à prendre. Beaucoup de difficultés ici quand les opérateurs commencent à 4 heures de petit déjeuner et travaillent dans l'agroalimentaire, du coup, des goûts alimentaires. Peut-être proposer, alors je sais pas dans quel secteur alimentaire vous travaillez, mais c'est vrai que ça peut être tout ce qui est abattoir, choses comme ça peut vite être en effet, on n'a pas forcément envie de manger. Là encore, proposer des choses un peu plus attractives et qui n'ont pas de lien avec ce que vous fabriquez vous. Ça peut être des petites choses toutes simples, mais mettre en place ne serait-ce qu'une petite Fromagerie. collation En fromagerie. D'accord, donc c'est plutôt les odeurs. Alors, peut-être plutôt proposer typiquement des fruits, des corbeilles de fruits, des choses comme ça à mettre en place pour la collation et partir sur pourquoi pas des petits sandwichs, mais peut-être sans fromage du coup, avec des tranches de jambon, de dinde, choses comme ça, pour pas avoir de lien sur l'odeur du fromage qui peut être prenante lors de la fabrication. Voilà, une petite collation ou même sucrée, hein, une barre de chocolat avec un morceau de pain. Si ça passe, on reste dans un équilibre. Tant qu'on mange pas la tablette, en fait, une barre de chocolat, on est bon. Oui, je pense. Ouais. Ouais. Ok. Dounia, que pensez-vous du travail de nuit en 12 heures? Donc le travail de nuit, en fait, on va accumuler à la fois toutes les conséquences du travail de nuit et aussi les conséquences des horaires de plus de 9 heures qui amènent d'autres conséquences aussi. Enfin, encore plus, en fait, ça démultiplie la dette de sommeil, la fatigue, etc. Et ben après, je pense qu'il faut appliquer les mêmes conseils que Odélia a donné et même Coralie. Il faudra bien profiter des jours où en fait vous faites pas les 12 heures pour vous reposer. Normalement, si vous faites 12 heures, vous faites 3 sessions par semaine souvent. Voilà, il faut profiter des moments de repos pour récupérer en termes de sommeil et puis après avoir l'alimentation régulière comme Coralie l'a dit. Voilà. Nous avons droit à une pause de repos d'1 heure pour dormir si nous le souhaitons. Pensez-vous que c'est suffisant ou si cela n'est pas recommandé? Moi, dans les recommandations que je vous ai notées dans le webinaire, j'ai recommandé 1h30. Après, la sieste, elle peut être morcelable, il n'y a pas de problème. 1 heure, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à les prendre, c'est déjà mieux que rien. Donc, profitez-en. C'est pas toutes les entreprises qui permettent la sieste et de prendre une pause d'1 heure pour se reposer. Donc, en effet, c'est toujours bon à prendre. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Et il faut savoir que au-delà de 15 minutes, si vous rentrez dans le cycle de sommeil, après pour le réveil, vous allez peut-être avoir 10-15 minutes où vous allez avoir un petit peu de difficulté à vous éveiller. C'est normal, c'est normal. Donc une sieste flash, donc en dessous des 10 minutes ou micro-sieste entre 10 et 20 minutes, là on peut reprendre quasiment dans la foulée. Dès qu'on va rentrer dans 1 heure et demie, là on a un petit temps de réveil.